Salut, mon nom est Sylvestre Gorniac, je suis animateur accrédité par l'Institut de Monroe. L'Institut Monroe, qu'est-ce que c'est? C'est un institut qui a été créé par M. Monroe. Et qui est M. Monroe? M. Monroe est maintenant décédé. Et il a structuré cet institut. Pourquoi? Parce qu'un jour, cet ingénieur du son, cet homme d'affaires américain, s'est retrouvé en train de faire une expérience hors du corps. Et plutôt que de mettre tout ça à la poubelle, il s'est dit, 2 secondes, il y a peut-être une utilité à ça. Alors le scientifique qu'il était s'est dit, oh, on va faire quelque chose avec ce qui m'est arrivé. Étant ingénieur du son, il a utilisé les sons en particulier pour permettre aux gens d'accéder au niveau de conscience dans lequel lui, il allait au cours de ses expériences hors du corps. Il a vécu toutes sortes d'aventures lors de ses expériences hors du corps, et il tenait à ce que les gens comme vous et moi puissions aller là où lui est allé. Et voilà la raison de cet institut. La raison de cet exposé est simple. Tout récemment, un nouveau stage a été créé à l'Institut, et le stage concerne les expériences de mort imminente, etc. Okay. Et ces expériences de mort imminente, là, maintenant, c'est la mode. Il fut un temps, le symbole de la mode, c'était la faucheuse, et maintenant, le symbole de la mort, c'est le tunnel blanc. Le tunnel et la lumière blanche. Ouais. Alors, je vais essentiellement vous décrire comment tout ça a commencé. Je vais aussi vous décrire qu'est-ce qui peut se passer pendant un stage d'expérience de mort imminente, et le titre de ce stage s'appelle « Dans la lumière ». Et ensuite, je vais vous raconter une petite histoire, vous réciter un petit texte, et puis ce sera tout. Voilà. Comment tout ça a commencé? Et une chose qu'il est important de savoir aussi, c'est que M. Monroe, l'Institut Monroe, n'est pas là pour vous dire quoi penser, ni vous dire quoi faire. L'Institut Monroe, essentiellement, est là pour vous donner un outil. Et il vous dit, cet outil-là a fait ses preuves, on vous propose l'outil, l'expérience, c'est vous qui vous la ferez. Voilà. Donc, pas beaucoup de discours. Comment ça a commencé? On retourne en 92. D'abord, je suis allé à l'Institut en 90 pour la première fois. Et en 92, la femme de M. Monroe est décédée. M. Monroe était vivant à cette époque-là, il est décédé en 95, et lorsqu'il nous parlait de sa femme, il nous racontait qu'il avait tenté, dans ses voyages hors du corps, de la retrouver. Il l'a retrouvée dans ses autres niveaux de conscience, et il s'est promis de ne plus y retourner pour la voir, parce que il craignait de ne plus vouloir revenir sur Terre. Voilà, ça c'est l'origine de ce genre de stage. En même temps, ou presque en même temps, il avait affaire à une certaine Madame Elizabeth Kubler-Ross, qui a fait beaucoup sur l'accompagnement des mourants, une psychiatre, et il connaissait aussi, M. Monroe connaissait aussi une personne du nom de Charles Tart, T-A-R-T, une sommité mondiale dans le domaine des états modifiés de conscience. Et à eux trois, ils ont décidé de structurer un programme qui consistait en 2 étuis de 6 cassettes chacun. Et maintenant, ils sont décédés. Il y avait un étui pour le sujet, la personne qui est en phase terminale, et il y avait un autre étui pour le groupe support, les thérapeutes, la famille, etc. Dans ce programme, l'objectif de ce programme consistait essentiellement à dire à la personne qui s'apprête à effectuer sa transition, ok, voilà, on va t'envoyer dans certains états de conscience dans lesquels tu vas aller quand tu quitteras la Terre, et on va te faire expérimenter ça pour que tu n'aies pas peur, pour éviter que tu aies peur, pour que tu saches un peu où tu t'en vas. Voilà. Et le programme s'appelle Going Home. Il n'a pas encore été traduit en français.
il a été fait conjointement avec Elisabeth Kubler-Ross et Charles Start. En même temps aussi, en 92, il y a un programme qui consistait à permettre aux participants d'aller dans un état de conscience où semble être situés, où semblent arriver ces gens qui sont morts, qui souvent ne savent pas qu'ils sont morts, ou qui sont morts et qui attendent une forme de jugement, ou je ne sais trop, confus, etc. Et dans le programme qui a été fait, qui s'appelle Lifeline, ce programme-là consistait à permettre aux participants d'aller rencontrer une personne décédée et lui permettre de poursuivre son chemin au-delà de la réalité physique terrestre. Voilà. Ok. Maintenant, plus récemment, un animateur de l'Institut, un monsieur Scott Taylor, il vit aux États-Unis, quelqu'un lui propose de faire, il étudie à l'université, quelqu'un lui propose de faire une thèse de doctorat sur les expériences de mort imminente. Le sujet est vaste, le sujet est moderne, et ce sera une information de plus. Alors, ce monsieur Scott Taylor a rédigé sa thèse et pour cela, il a fait une revue de la littérature. Tout ce qui se disait, s'écrivait sur le sujet. Il a aussi questionné, c'est lui-même qui le dit, il a questionné 6000 expérienceurs de ces personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente, etc. Et il est arrivé avec certaines conclusions. Il a constaté que dans ses réponses, certaines personnes percevaient, expérimentaient certaines choses particulières, comme le tunnel, comme la lumière, comme le fait de rencontrer des êtres chers, comme rencontrer un guide, etc., etc., etc. Donc, il a ramassé tout ça, il en a fait des statistiques, et il a aussi pensé à demander à l'Institut d'ajouter les sons qui synchronisent les hémisphères du cerveau. Rappelez-vous, les hémisphères du cerveau, une fois que tes deux hémisphères du cerveau sont synchronisés, tu atteins un niveau hautement cohérent, centré, unifié, et ça te permet d'accéder à une perspective différente. Il a structuré un stage qui s'appelle « Dans la lumière, expérience de mort imminente », au cours duquel les participants expérimentent ce que lui a recensé comme expérience au fil de ses questions. Essentiellement, c'est ça. Il a organisé tout ça de façon progressive et c'est ce stage-là qui a eu lieu pour la première fois en français en mai 2017, c'est-à-dire l'an passé, au Québec, et en septembre 2017 en Europe. Une merveilleuse petite madame, Sonia, a réalisé un documentaire, et dans ce documentaire-là, le sujet de ce documentaire-là, ce sont les expériences de mort imminente. Le titre de ce documentaire s'appelle « Faux départ ». Dans ce documentaire, Sonia interviewe des expérienceurs, de ces gens qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui sont revenus. Et elle interviewe aussi des scientifiques, des médecins, des anesthésistes, etc., qui essaient de comprendre ce qui se passe avec la conscience. Lorsque des gens des expérienceurs vivent une expérience de mort imminente, il arrive parfois que lorsqu'ils sont de l'autre côté, on leur dit « c'est pas le moment, il faut que tu retournes ». C'est-à-dire, c'est pas le moment, il faut que tu reviennes dans la réalité physique terrestre. Ça devrait faire en sorte que des gens se grattent la tête. La question que je poserais à ce moment-là, ce serait, quand un expérienceur est de l'autre côté, et que tout d'un coup, on lui dit « faut que tu retournes », qui lui dit ça? Qui lui demande ça? Qu'est-ce qui lui dit ça? On se rend tout d'un coup compte que peut-être que la mort
elle est déterminée ailleurs. Le moment où tu vas mourir est peut-être déterminé ou décidé ailleurs que dans la réalité physique terrestre. C'était une parenthèse. Ok. Un certain neurochirurgien, le docteur Eben Alexander, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'Institut, a écrit un livre, et le titre du livre, c'est La preuve du paradis. Un neurochirurgien ne croyait rien du tout, ne croyait pas du tout à ça. Tout d'un coup, se retrouve dans un coma pendant 6 jours, se réveille de son coma, revient de son coma, et là maintenant raconte ce qui lui est arrivé durant sa mort clinique, pas sa mort clinique, son coma, et il a écrit un bouquin là-dessus. Bon. Et dans ce bouquin, dans ce livre, il relate aussi une histoire intéressante. À un moment donné, il voyait le visage d'une belle demoiselle, d'une belle fille, qui revenait presque de façon pas incessante, mais persistante. Ça ne l'a pas plus intrigué que cela, sauf que lorsqu'il est revenu dans la réalité physique terrestre, il a posé des questions à ses parents, et ses parents lui ont dit, oui, nous avons eu un enfant avant que tu ne viennes, et l'enfant c'était une fille, et en fait, durant le coma de ce docteur Eben Alexander, le visage de cette demoiselle qui apparaissait constamment, c'était la fille en question. Ça aussi, intriguant. Quel lien y a-t-il entre ce que je perçois à ces autres niveaux-là et ce qui se passe sur Terre? Voilà. Maintenant, avant de parler de ce qui se passe de l'autre côté, on va essayer de définir ou de déterminer ce qu'est la mort. Qu'est-ce que la mort? Pour déterminer qu'est-ce que la mort, il faut peut-être se demander qu'est-ce que le corps physique. Parce que, normalement, les gens pensent que lorsque le corps physique disparaît, ça y est, je suis mort, et après ça, le néant, il n'y a rien. Oh, 2 secondes. Si on remettait en question le concept du corps physique, et qu'on disait, ok, supposons 2 secondes que ce soit un cube de glace. Si je prends un cube de glace, je le mets dans une casserole, je mets le feu sous cette casserole-là, le cube de glace fond et devient de l'eau. Transition. Si je continue de faire chauffer la casserole, l'eau devient de la vapeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui est mort? Ça a juste changé de forme, ça a juste changé de taux vibratoire, ça a juste effectué une transition d'un état à un autre, d'un état à un autre, et ainsi de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai vu une caricature intéressante. Ce sont 4 cubes de glace qui ont la forme d'un corps physique, qui sont en train de porter un cercueil, et dans le cercueil, il y a un seau avec de l'eau. J'ai trouvé drôle. Voilà. Ok. Bon. Comment se fait-il que des gens qui sont décédés et qui reviennent, nous reviennent avec des histoires comme j'ai traversé le mur, j'ai vu des êtres chers qui étaient de l'autre côté dans la salle d'attente, je voyais ce qui se passait sur la table d'opération, j'ai vu l'accident, l'ambulance, etc., etc. La question qu'on peut se poser là, c'est qu'est-ce qu'il perçoit lorsque l'on est à ces autres niveaux-là? Se pourrait-il que ce soit la conscience? Donc, se pourrait-il que la conscience, elle, ne meurt pas? Et lorsque je me souviens de ce que j'ai consciemment perçu, les gens sont étonnés parce que les gens pensent que lorsque tu es de l'autre côté, il n'y a plus rien. Alors là, on doit se poser la question, qu'est-ce que la conscience? Où elle est? Ah ouais, alors je regarde mes notes. Bon, lors de
sa thèse de doctorat. Lorsque ce monsieur Scott a fait ses recherches, il a constaté que les expérienceurs vivaient certaines choses, plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que lorsque je vais effectuer ma transition, je vais vivre toutes ces choses-là dans un ordre prédéterminé. Ça ne veut pas dire non plus que parce que des gens voient le tunnel, voient la lumière, que tout le monde va voir le tunnel ou va voir la lumière. Ce n'est pas parce que des gens rencontrent des êtres chers, etc., que dans ton expérience, lorsque tu seras dans un stage, tu vas voir des gens, des êtres chers que tu connais, qui t'attendent. Absolument pas. Chaque expérience sera unique. Ce que Scott a fait, il a recensé toutes ces preuves, tout ce que eux ont vécu, et il a placé ça dans un certain ordre, et durant un stage, il te propose d'expérimenter toutes ces étapes. Voilà. Comment tu les expérimenteras? Tu le sauras quand tu y seras. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, quel genre d'exercice, quel genre d'expériences sont vécues? Tu rencontres des guides, tu rencontres des êtres chers, tu vois une lumière, la lumière blanche. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il y a une lumière, il y a une impression de tunnel. Tu explores le tunnel. Au lieu de passer à travers à toute vitesse, tu arrêtes, tu regardes et tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et il peut se produire des choses très intéressantes. Il y a un participant qui s'est amusé à dire, ok, je vais m'arrêter dans le tunnel, voir ce qui se passe. Et tout d'un coup, il pose une question au tunnel, et la question c'est, combien est-ce que j'ai de vie sur Terre? Et là, le tunnel s'est transformé en un mur plein d'images, une espèce de galerie avec toutes sortes de portraits. Il a continué la conversation et il a demandé, dans toutes ces... et les réponses lui venaient spontanément. Bon, lorsque le tunnel s'est transformé en mur avec toutes ces images, quelque part, il n'a pas pu inventer ça. Non, ça lui est venu spontanément. Et lorsqu'il a demandé, de ces vies-là, avec combien de ces vies-là j'ai le plus de résonance, c'est-à-dire avec combien de vies j'ai plus d'affinité que d'autres. Et là, certains de ces portraits sont sortis comme ça, ont surgi. Il a posé une autre question et il a demandé, combien est-ce qu'il me reste de vie à vivre sur Terre? Et là, il semblerait qu'il en ait vu 7-8 quelque part dans le coin à droite là. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais pour lui, c'est ce qui lui est arrivé. Ce que tu fais aussi durant ces exercices, c'est que Scott a constaté qu'il semble y avoir 3 sortes de lumière. La lumière blanche, la lumière noire, et la lumière noire, il a observé quelque chose d'intéressant. Lorsque les gens décrivaient la lumière noire, ils prenaient presque tout le temps la position fœtale, embryonnaire. Et il semble que la lumière noire, ce soit de là que tout émane, que toutes les manifestations émanent. Il y a ça. Il y a aussi la lumière claire. La lumière claire, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? C'est que parfois les expérienceurs, lorsqu'ils reviennent, ils disent, là-bas c'était clair, 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 bien plus clair qu'ici. C'est comme si tout d'un coup, tu passes ta jeunesse à regarder dehors, à voir avec tes yeux, sans te rendre compte que que tu vois pas bien. Et lorsqu'on te donne une paire de lunettes adéquates, tu dis, ah, maintenant je vois. C'est un peu cette analogie-là qui serait la meilleure pour décrire la lumière claire. Il y a aussi expérimenter ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux expérimenter n'importe quel aspect de ta vie, et à ce moment-là, tu te retrouves
en train de te voir vivre l'expérience de ta vie en question. Tu t'observes et tu ressens tout ce qui a été vécu à ce moment-là et tu te places là en train d'observer Sylvestre qui ressent ce qui se passe là. Donc tu es là à 3 positions différentes. C'est fascinant. Il y a aussi, il semble qu'il y ait des cités de lumière là-bas, à ces niveaux-là. Et dans ces cités de lumière, tu as des immeubles qui ont une certaine spécialité, un peu comme une université. Ça, c'est la faculté de créativité, ça, c'est la faculté des autres vies, ça, c'est la faculté... Il n'y a pas de limite. Il semble aussi que, quelque part, tu te retrouves devant une espèce de ligne à ne pas traverser, parce que si tu traverses cette ligne-là, tu ne reviens plus sur Terre. Alors tu explores ça. Dans ces immeubles-là, tu peux te retrouver aussi dans un immeuble où tu as une multitude de portes, tu as la connaissance absolue. C'est-à-dire, dès que tu penses à un sujet, tu ouvres une porte, boum, et là, boum, tu as accès à toute la connaissance concernant ce sujet-là. Un autre petit truc, quelque chose qui commence à être intriguant. La conscience, que fait la conscience lorsque je dors? Où va-t-elle? Alors supposons 2 secondes qu'une personne soit ait effectué sa transition, soit morte, et que sa conscience demeure là. Moi qui suis encore dans la réalité physique terrestre, je m'endors. Et que fait ma conscience à ce moment-là? Bonne question à poser, mais il arrive fréquemment que lorsque les gens décèdent, la première façon d'entrer en contact pour ces gens décédés, pour la conscience de ces gens décédés, la première façon d'entrer en contact avec les gens qui sont encore sur Terre, c'est à travers les rêves. Parce que dans le contexte d'un individu sur Terre qui est encore là, c'est plus facilement accepté de croire que « Oh tiens, j'ai vu mon papa qui est mort, je l'ai vu dans mes rêves. » Voilà. Une petite idée. Des expériences vécues par les participants. Frustration. Pendant un exercice, pendant un stage, pendant des exercices. Ça passe de la frustration à ne rien percevoir, à certaines douleurs physiques temporaires, et à des wow, un paquet d'individus qui font toutes sortes de recoupements. Une personne, juste avant de décrire ce que j'ai moi-même observé chez les participants, il y a aussi des gens déjà qui m'ont décrit ceci. Une personne qui a déjà suivi certains stages, qui m'envoie un courriel et qui me dit « Dans un exercice que j'ai fait chez moi après le stage, je rencontre fréquemment, ou j'ai rencontré mon père que je rencontre fréquemment. Et le papa est mort. » Il dit « Mais cette fois-là, le papa était là et la maman était là. Et la maman, elle, était encore en vie. » Intriguant. 5 jours après, la maman décédait. Et le gars, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, pleure ton truc, vis ton truc, mais maintenant tu comprends que on est peut-être multidimensionnel, et tu comprends peut-être aussi que c'est aussi facile que ça d'aller de l'autre côté et de revenir de ton vivant. Un cas similaire. Quelqu'un, je me souviens encore très bien de cet individu-là, au tout début de ma carrière d'animateur, un stage qui n'avait rien à voir avec
la mort. Durant un exercice, il rencontre sa grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Vérifie par la suite, c'était bien ça. À un moment donné, j'anime un stage pour enfants. Un petit enfant, 10, 12 ans, sort de là, d'un exercice, il a un peu peur. La maman vient me voir, elle dit, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je demande à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, j'ai vu ma grand-mère qui est morte. Puis là, mon but c'était, hey, relax, rassure-toi, si tu l'as vue une fois, tu vas la revoir. La question que tu peux te poser, toi, l'enfant, toi qui as vu m'aimer, c'est, hey, comment tu peux m'aider? Si tu es venu me voir, tu avais peut-être des raisons, et moi, j'ai peut-être des raisons à être en lien encore avec toi. Donc dans ce cas-là, l'idéal, ce serait, la prochaine fois, quand tu la reverras, pose-lui des questions. Demande-lui ce qu'elle veut, etc. Et ça, c'est un exemple que je vais citer tout de suite là maintenant. Une personne qui me dit, à un moment donné, je vois ma maman et ma mère morte. Okay. Ma mère, à l'époque où elle était vivante, c'était le genre de maman irritable, acariâtre, qui m'engueulait, qui passait son temps à me critiquer, etc., etc. Et quand je l'ai vue de l'autre côté, elle était exactement comme ça. Elle continuait de me critiquer, d'être irascible, etc. Et je lui dis, écoute, demande-lui ce qu'elle veut. Et la fois suivante, lorsque j'ai revu ce monsieur-là, il m'a dit, je lui ai demandé, j'ai fait ce que tu as fait, j'ai fait ce que tu as demandé, et je lui ai dit, demande-lui ce qu'il veut, et ce qu'elle veut. Et elle m'a dit, prie pour moi. J'ai dit, 3, je vous salue Marie, un autre Père. Et ce que j'ai fait, ce qui est arrivé, c'est que ma maman, acariâtre et irascible, est venue me voir, elle m'a serré dans ses bras, et elle m'a dit, merci, et elle est partie. Alors c'est là qu'on se rend compte que, parfois, ça peut être très thérapeutique. Autant pour une conscience, une entité qui est accrochée là, que pour la personne qui est encore sur Terre, qui est accrochée à son image, à son idée de ce que qu'est cette personne-là. Les deux ont été aidés dans ce cas-là. Une autre personne me raconte cette histoire, et cette histoire est celle-ci. Lui, à l'époque, il avait 12-13 ans, il avait un petit frère, 6-7 ans. Le petit frère en question passait son temps à dessiner des montagnes, à dessiner un hélicoptère, à dessiner des étincelles partout. Quelques années plus tard, il est soldat dans un hélicoptère, boum, explosion, des montagnes derrière. Quelque part à l'âge de 6-7 ans, il y a quelque chose qu'il savait déjà comment il allait mourir. Lorsque, dans un groupe, une personne voit, un participant voit un être décédé, ou même lorsque un participant perçoit un visage fugace qui vient, etc., ou qui sent une énergie d'un être, etc., on recommande toujours de poser des questions à cette image, cette sensation fugace d'un être cher, etc. Pour quelle raison est-ce que cette image-là surgit plutôt qu'une autre? Il y a peut-être un lien là entre les deux, c'est-à-dire moi qui suis sur Terre et moi qui amène ma conscience là-bas, qui tout d'un coup perçoit une image ou une énergie d'un être cher, etc. Questionnez toujours ce que vous percevez, peu importe ce que c'est, vous saurez ensuite. Et ça, on ne peut pas vous le dire, il faut que vous le fassiez. Une chose intéressante, c'est que lorsque les gens, ici, sur Terre, perdent un être cher, ils tiennent absolument à le revoir, etc., etc. Une fois, je suis allé
une émission de télévision parlait de la mort, et le temps de revenir chez moi, mon répondeur était plein. Je veux contacter mon fils, je veux contacter ma grand-mère, etc., etc. Et j'ai dit non, 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 non. Je préfère montrer aux gens comment eux peuvent le faire eux-mêmes. Donc, lorsqu'une personne effectue sa transition, elle est de l'autre côté, et que là où les personnes qui restent veulent absolument contacter celle qui a effectué sa transition, il y a une chose que l'on oublie peut-être, c'est que maintenant, les priorités de la personne qui est morte, qui a effectué sa transition, n'ont plus de lien avec la réalité physique terrestre telle qu'on la connaît, et les priorités de cette entité qui a effectué sa transition font en sorte que maintenant, son regard est dirigé dans une autre direction, et tout ce qui est relié à la Terre, au lien terrestre, merci, j'ai vécu mon expérience, on s'est amusé, on a eu du fun, au revoir, c'est tout. Okay? Il se peut ceci. Un cas intéressant aussi, j'ai pas vu le cas, mais c'est Scott lui-même qui raconte ça. Scott, je rappelle, est animateur de l'Institut, donc il va assez régulièrement à l'Institut Monroe en Virginie, et moi aussi, et on est là tous les deux en train d'animer ce stage. Il raconte cette histoire. Parmi les personnes qu'il a interviewées, il y en a une qui a dit, la madame en question, elle faisait partie d'un organisme communautaire, d'un organisme humanitaire. Donc, elle est là dans un pays où il y a la guerre, etc. En voiture, mine, boum, la voiture explose, elle est morte. Et ce que cette madame raconte à Scott, elle dit, lorsque j'étais de l'autre côté, il y avait une foule d'entités autour de moi qui étaient en train de me regarder et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Elle était venue sur Terre pour expérimenter ça, ça, ça et ça. Partie comme elle est là, elle n'arrivera pas à atteindre les objectifs pour lesquels elle est venue. Qu'est-ce qu'on fait? Oh ben, ça, un bras lui suffira. On n'a pas besoin de ça, donc ça va mourir. Essentiellement, ces entités, ces guides, étaient en train de déterminer de quoi elle aurait besoin dans son corps physique pour continuer là ou les raisons pour lesquelles elle est venue sur Terre. Elle est revenue, expérience de mort imminente, et c'est une animatrice de l'Institut Monroe. Je ne l'ai pas vue, mais quand je la verrai, je vous dirai ce que j'ai vu. Voilà. Essentiellement, ça nous permet de dire, comme je le disais au tout début, qui décide de la mort, ou qu'est-ce qui décide de la mort. Est-ce que c'est moi ici, ou est-ce que c'est moi ailleurs? Est-ce que c'est moi ici, ou est-ce que c'est la conscience? Voilà, ça ne remet pas quelque chose en question maintenant. À quoi peut servir la communication avec ces entités, ces guides, ces êtres chers qui sont là-bas? Vas-y, pose la question. Tu verras que tu peux peut-être recevoir des réponses qui partiront d'une perspective nettement différente de celle à laquelle tu es habitué. Ton concept de la vie et de la mort peut éventuellement changer radicalement. Lorsque tu sais que c'est juste une transition, lorsque tu sais que la mort c'est juste un changement de taux vibratoire, je ne dis pas plus dense, ni moins dense, plus subtil, non, changement de taux vibratoire, effectuer sa transition d'une phase 1 à une phase 2. Un peu comme si tu avais une bande radio, de ces vieux radios, avec un bouton. Tu tournes le bouton et tu bouges l'aiguille qui est là. Donc, tu passes ton temps à être calé sur un poste radio. Et le simple fait de bouger ce bouton fait bouger l'aiguille et boum, tu entends un autre poste radio. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Mettons, tu es à 90.6, 5.
Tu peux aller à 95,5 et tu peux aussi aller à 88,5. Et attention, la bande, il n'y a pas qu'une seule bande comme ceci. Il y a peut-être aussi une bande qui se déroule comme cela. Il y a peut-être une bande qui se déroule comme cela, etc. On ne peut rien dire de plus excepté te proposer un outil qui va te permettre d'explorer tout ça toi-même. Voilà ce que fait l'Institut Monroe. Voilà ce qu'il fait avec le stage expérience de mort imminente. Le reste t'appartient. La conclusion. Question. Bien des gens disent que toutes ces hallucinations, ces fabulations-là, que l'on relate après être revenu, que l'on raconte après être revenu d'une mort clinique, ça a été provoqué par les produits chimiques, des anesthésiens, etc. Possible. Maintenant, si on regarde ça différemment, est-ce qu'on pourrait aussi dire que se pourrait-il que ces produits chimiques-là ralentissent ou empêchent un processus qui va se faire de toute façon et de façon probablement plus naturelle? Lorsque un individu vient à un stage, une des choses qu'on recommande à tous ces participants, on leur dit pas de drogue, pas d'alcool. Pourquoi? Parce que les sons que tu vas entendre vont faire en sorte d'influencer tes fréquences cérébrales qui, elles, seront encouragées à te placer dans un état de conscience précis. Et tant et aussi longtemps qu'un produit chimique comme du café très fort, ou un alcool, ou une drogue récréative sont dans le système, ces produits-là vont te maintenir figé, bloqué là, peu importe l'endroit. Et les sons auront de la difficulté à te sortir de cet état-là. Alors se pourrait-il que le même processus se produise quand tu effectues ta transition? Ouais. Alors, imaginons, ça c'est le genre de question qu'on me pose souvent. Comment est-ce que je peux faire, moi, si jamais demain je me retrouve au chevet d'un être cher qui s'apprête à effectuer sa transition? Première des réactions que j'aurai, c'est « tu le sauras quand tu seras là ». Deuxième, je dirais « écoute ton cœur, il n'y a pas d'erreur ». La troisième, je dirais « qu'est-ce que tu aimerais entendre si tu étais dans cet état-là, toi ?» Et même si la personne est dans un état de demi-coma ou de coma, la conscience, elle, semble ne pas connaître le coma. La personne va entendre ça. Lorsque des gens expérimentent, réalisent qu'ils ont la possibilité d'aller de l'autre côté, de revenir, et retourner de l'autre côté, et revenir, et etc., la peur. Fini. Est-ce que tu vas mourir? Ça va t'empêcher de mourir? Question que je pose. Qu'est-ce que ta conscience fait durant la nuit? Ensuite, tu te rends compte que la vie sur Terre semble avoir des origines, que les raisons de ta venue sur Terre semblent provenir de niveaux beaucoup plus vastes et beaucoup plus inclusifs. Et quand tu es capable d'aller dans ces niveaux-là et de discuter un peu comme si tu étais dans les coulisses, tu comprends beaucoup plus de choses. Et là, tu te dis, wow, j'ai décidé d'occuper un corps physique, un certain taux vibratoire, etc. Il y a peut-être de bonnes raisons pour que je vienne expérimenter cette vie physique en tant qu'homme, en tant que handicapé, en tant que femme, en tant que tout ce que tu peux imaginer. Il y a des raisons à tout ça. Et éventuellement, tu finis par avoir plus envie de bouffer la vie.
de manger la vie parce que tu sais qu'il y a des raisons derrière ça. Ces raisons sont beaucoup plus vastes et ces raisons-là, tu ne peux pas les intellectualiser, elles sont trop vastes, c'est trop grand, trop immense. Pour quelle raison est-ce que les gens, bien souvent, les gens qui font une expérience de mort imminente, n'ont plus envie de revenir? C'est beau là-haut, waouh! Et quand ils reviennent, oh, ça fait mal! Alors, prenez cet exemple-là et comparez-le avec, attention, tu vas mourir là, tu sais pas ce qui t'attend là. Une autre chose, et ça c'est personnel, je suis à l'Institut, je vis ce stage-là et je me rends compte que ça n'est pas parce qu'un exercice est terminé que le processus s'arrête là. Okay, un exercice dure un certain temps, disons 30, 40, ça dépend de l'exercice. Et là, pendant que tu fais l'exercice, waouh, tu vis toutes sortes d'expériences où tu ne vis rien, tu ne perçois rien. Ok. Mais c'est pas parce que l'exercice est terminé que le truc s'arrête là. La preuve, en pleine nuit, une fois, boum, je suis réveillé, assis sur mon lit, je viens de faire une autre expérience là-bas, très claire, et je m'endors plus. Je descends dans la salle à manger, les coudes sur la table, comme ça, et je poursuis mon processus. Tout ça pour dire que, 1, le processus ne s'arrête pas parce que tu arrêtes l'exercice. 2, c'est aussi facile que ça. Boum, allez de l'autre côté. Surtout quand tu connais le chemin, quand tu y es allé comme moi plusieurs fois. Beaucoup plus facile. Voilà. Ça. Ok. Maintenant, scénario futur. Imaginons maintenant une famille entourée, une famille qui entoure un lit sur lequel il y a une personne qui va effectuer sa transition. Imaginons le scénario. Bravo! C'est génial! T'as gradué, t'as fini ton séjour sur Terre, yes! C'est parfait! Continue ton chemin, et si tu vois des gens qu'on connaît de l'autre côté, dis-leur bonjour de ma part. C'est mignon, hein? Voilà. Ok. Là maintenant, on va s'interrompre une toute petite seconde, le temps de nous préparer, mais j'ai fait ceci. Vous vous souvenez du tout début de mon exposé, je racontais le fait que Elizabeth Kubler-Ross, Charles Tart et Robert Monroe avaient structuré ce programme Going Home qui permettait à un sujet d'expérimenter ces niveaux dans lesquels au travers desquels il allait passer pour effectuer sa transition. Ok. Et dans le dernier exercice, il y a là l'enregistrement d'un texte que M. Monroe a fait. Il est enregistré et ce sont les dernières paroles que M. Monroe a enregistrées sur cassette à l'époque. Ça a été transposé en CD. J'ai eu la permission de lire ce texte, de vous lire ce texte, et je vais mettre une petite musique par-dessus. Ce texte-là va vous donner une bonne idée de la perspective avec laquelle M. Monroe voyait la mort. Là où tu t'en iras un jour, et d'où tu ne reviendras plus physiquement, tu emmèneras avec toi une quantité énorme d'amour et de beauté. Tu emmèneras avec toi toutes les connaissances et les expériences que tu auras acquises sur cette terre tout au long de ta vie. Tu emmèneras avec toi tellement de souvenirs, impossible actuellement pour toi de penser que tu aies pu en accumuler autant au cours de ta vie. Tu emmèneras aussi avec toi la quantité phénoménale de toutes ces émotions que tu auras expérimentées au cours de cette vie que tu t'apprêtes à quitter.
En attendant, quoi que tu deviennes, où que tu ailles, quelle que soit ta façon de changer, retiens bien ceci. La moindre parcelle, la partie la plus infinitésimale de cette vie que tu es en train d'expérimenter et de vivre en ce moment est extrêmement importante, capitale même. Ne doute jamais de cela. Tu as tellement appris, bien plus que tu ne peux le réaliser pour l'instant, mais tu le réaliseras éventuellement. Un jour, lorsque ton expérience sur Terre sera complétée, tu découvriras et tu reconnaîtras l'immensité de ce fabuleux trésor que tu possèdes déjà en toi, en ce moment même. Et ce trésor, tu l'utiliseras alors sous des aspects et sous des formes qui jusqu'à présent peuvent te paraître ou te sembler inconcevables, inimaginables, voire même impossibles. Tu te serviras de ce trésor acquis sur Terre sous des aspects et sous des formes qui ne font même pas partie de la vie que tu vis maintenant. Un jour, tu réaliseras que cette vie que tu vis en ce moment n'est en fait qu'un terrain de jeu, un lieu d'apprentissage, une préparation qui te permettra ensuite d'apprécier une forme de joie et d'activité créatrice virtuellement impossible à décrire à l'aide des mots, ou à l'aide d'actions, ou même simplement à l'aide de tes pensées ou de tes concepts actuels. Le jour où tu quitteras cette terre, c'est parce que tu auras gradué. Tu recevras ton diplôme, ton certificat. Et tu te dirigeras ensuite vers un autre état d'être. Un état d'être, tu ne le sais peut-être pas encore, mais pour lequel tu te seras toi-même bien mieux formé et bien mieux préparé que tu ne peux l'imaginer en ce moment. Et cela, tu le réaliseras et tu le découvriras cependant. Et c'est à ce moment-là que tu commenceras à comprendre la raison pour laquelle ce nouvel état d'être que tu auras atteint, que tu seras devenu, peut au mieux être décrit en des termes vagues et flous dans cette école qu'est la vie physique. Va à présent et rappelle-toi et rassure-toi. Sache aussi que le jour où tu changeras de réalité, le jour où tu effectueras ta transition, tu ne laisseras vraiment pas derrière toi ces êtres que tu chéris en ce moment. Ils seront avec toi, là-bas. Tout comme ils sont avec toi, ici, maintenant. Et comme tu es avec eux, ici, maintenant, en ce moment même. En côtoyant ces êtres chers ici sur Terre, en les touchant physiquement, en les caressant, en les aimant, l'énergie, l'essence même de ces êtres chers s'est confondue, s'est fondue dans la tienne de manière indélébile, définitive, permanente, à jamais. Quoi que tu fasses ensuite, quelle que soit ta prochaine destination, ces êtres chers seront donc toujours en toi. Tout comme toi, tu seras toujours en eux, pour l'éternité. Savoir cela t'apaisera. Savoir cela apaisera et soulagera aussi de leur chagrin tous celles et ceux qui t'aiment, que tu aimes, et que tu laisseras sur terre lorsque tu quitteras. Tu vois, somme toute, la séparation ne sera que physique, sans plus. Et tu partiras. Tu t'en iras ailleurs, vers d'autres êtres chers. Vers d'autres êtres chers que tu ne seras même pas surpris de connaître déjà. Eux aussi. Ils t'attendront. Ils t'aideront à devenir ce pourquoi tu es en train de te former toi-même ici, sur Terre. Et un jour, à ton tour, toi aussi, tu seras prêt. Prêt à accueillir et à aider ceux qui te suivront.
Et lorsque tu seras de l'autre côté, pense à envoyer un message d'amour à ceux qui restent ici. Ils le percevront, ils le saisiront. Sois sûr de cela. Et rappelle-toi,